toujours aimé raconter des histoires sous toutes des formes d'expression différentes, et le cinéma m'offrait la possibilité justement de raconter des histoires sous cette forme-là, avec la magie de passer d'un rêve à une réalité qu'on met en scène, qu'on construit avec des décors et tout ça, qui est tout le plaisir de ce métier. Vous avez fait une école de cinéma? J'ai fait l'IAD de 81 à 83. Et en fin de seconde, j'ai atterri par hasard sous le tournage d'un clip vidéo. Et c'était la naissance de Dream Factory, la maison de production de Jean-Pierre Berkmans. Et comme Berkmans venait de la télévision et que la production était une jeune production qui n'y connaissait pas grand-chose dans l'audiovisuel, tout le monde faisait un peu tout. Et c'est comme ça que rapidement je me suis retrouvé à être dans la fonction du premier assistant réalisateur. Et ils vous ont proposé de m'engager. C'est comme ça que j'ai fait ensuite 12-13 ans d'assistant de réalisation. Et vous avez fait, vous, un long métrage? De long métrage, non. Je n'ai fait jusqu'à présent que du téléfilm. C'est-à-dire que ma carrière s'est développée comme elle s'est développée au hasard des chemins. Parce que n'ayant pas fini l'IAD, j'avais pas fait de film de fin d'études. Donc ça m'a... Non pas que ça m'ait coûté cher, mais donc il a fallu du temps pour qu'on sorte de l'image de Luc Bolland, assistant réalisateur, à Luc Bolland, réalisateur. Avant d'avoir fait Lettre à loup, j'ai quand même fait 3 téléfilms. Une sirène dans la nuit avec Roland McDan. Un épisode d'une série française qui s'appelle Les Monos avec Christian Roth et Daniel Rialet. Et une comédie qui s'appelle La Torpille avec Catherine Jacob. Et ça reste, avec Une sirène dans la nuit, 2 films dont je suis quand même relativement fier, compte tenu du temps imparti pour faire ce genre de film. L'un est un mélo, un vrai mélo, mené de bout en bout. Et La Torpille est une vraie comédie dans l'esprit de l'ironie dramatique, où le spectateur sait ce qui va se passer, sait ce que le protagoniste ne sait pas, et ça c'est jouissif. Et puis dans votre vie est arrivé cet enfant que vous avez appelé Lou, qui a joué bien entendu un rôle primordial et qui a modifié le parcours finalement de votre vie de cinéaste, j'imagine. Lou est un petit garçon atteint d'un syndrome extrêmement rare qui s'appelle le syndrome de Morsier ou dysplasie septo-optique. Et en fait, la dysplasie septo-optique, c'est un syndrome qui fait que les nerfs optiques ne sont pas formés. Donc Lou est aveugle, qu'il n'a pas une membrane qui sépare les 2 hémisphères du cerveau et qui s'appelle le septum pellucidum, et que l'on dit être le nœud de communication entre les 2 hémisphères. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un petit bonhomme qui vit essentiellement dans la sphère affective, et que progressivement, maintenant depuis 10 ans, on parvient petit à petit à rationaliser. Et puis le dernier aspect de ce syndrome, c'est une insuffisance de l'hypophyse qui entraîne des retards, un problème hormonal, des problèmes de croissance et ce genre de choses. Mais tout ça, c'est qu'une question de médicaments. Et donc voilà, c'est clair que la venue de Lou m'a passablement remué. J'ai continué à faire des films malgré la présence de Lou, puis est venu un moment où je me suis dit, voilà, j'aimerais bien aussi raconter cette expérience-là et aborder plutôt le côté documentaire. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée donc de faire ce film Lettre à loup que j'ai réalisé. Et donc le film a été diffusé sur RTL, et c'est là que tout a basculé, dans le sens où j'ai reçu en 24 heures 1200 courriels. Et c'était 1200 merci, c'était des gens de toutes les catégories d'âge, de toutes les classes sociales possibles et imaginables. Je le voyais bien avec l'orthographe des gens, c'était assez amusant. Et ça m'a très très fort interpellé, parce que je me suis rendu compte, chose que j'espérais, que ce film faisait un bien énorme aux gens qui l'ont vu. Et donc voilà, et quand je dis que tout a basculé, c'est que c'est suite à ça qu'un ami avocat m'a contacté et m'a dit « Mais pourquoi tu ne créerais pas une fondation pour ton fils ?» Et c'est ce qui fait que maintenant, depuis bientôt 2 ans, je n'ai plus fait un seul film, parce que je n'ai plus le temps, parce que je me consacre à fond dans cette fondation. J'ai vendu plus de 6000 DVD, et quelque part je me sens responsable de l'argent récolté. Et je travaille sur quelque chose qui est bien loin du cinéma et des paillettes, qui est... Vous êtes dans le réel. Ah, je suis tout à fait dans le réel, oui. Succinctement, je suis en train d'essayer de mettre en place tout un travail autour de l'accompagnement des familles à l'annonce du handicap, que ce soit la formation des professionnels, que ce soit l'accompagnement des familles, que ce soit de la sensibilisation vis-à-vis du grand public. Et ça m'occupe donc depuis plus de 2 ans. Mais je reviendrai bien un jour au cinéma. La grande question. Ouais. Je suis en congé sans solde.
Voilà, en 2 mots. Vous avez dû rencontrer beaucoup de gens suite à cette fondation. Oui, énormément. J'ai rencontré énormément de gens et c'est amusant parce que c'est un milieu beaucoup plus facile, si je peux me permettre, et beaucoup moins cruel que celui de l'audiovisuel. Mais c'est d'ailleurs assez amusant parce que je me suis posé la question, moi, de savoir pourquoi j'avais voulu faire du cinéma, au-delà de ce que j'expliquais tout à l'heure, de ma réelle envie de raconter des histoires, c'est dans mes veines et dans mes tripes depuis que je suis petit. À 12 ans, j'ai fait une bande dessinée que j'ai envoyée à RG. À 15 ans, je faisais des sons et lumières sur une maquette pour tous les gens de mon quartier. Enfin, j'ai toujours été dans ce genre de démarche. Mais au-delà de ça, je me suis posé la question de, oui, ben, pourquoi fait-on un métier artistique et tout? Et c'est clair qu'on en vient à l'ego et à soi. Et donc c'est clair qu'entre collègues et confrères, même si j'ai beaucoup d'amis, collègues et confrères cinéastes et réalisateurs ou techniciens, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de rapport à l'ego dans ce métier. Et dans l'associatif autour du handicap, on en est loin. On en est très très loin. Donc voilà, ça c'est une grande bascule. Et c'est ce qui me fait dire aussi aujourd'hui dans mes choix de vie que mon ego, je le place plutôt justement dans la réussite de mon entreprise familiale. C'est peut-être ça mon vrai film. Vous arrivez de raconter des histoires à Lou? Oui, bien sûr, bien sûr. La dernière en date, c'était laquelle? Oh, avec Lou, c'est des histoires, vu sa particularité intellectuelle, c'est des histoires sans queue ni tête. Donc la dernière histoire, c'est Tom York, le chanteur de Radiohead, qui monte sur un vélo pour aller dans les montagnes russes pour tomber dans le trou, où il va tomber sur Monsieur René, poursuivi par le petit chien Courage et le papa mouton, qui vont eux-mêmes crier parce qu'ils sont poursuivis par le poisson. Mais c'est formidable, ça vous permet de délirer. Ah oui, oui, non, mais avec Lou, en général, on est sous forme en plein délire, oui, absolument. Oui. Ma vie est incroyable, c'est la plus belle des fictions, et si je mettais ça dans un scénar, personne ne me croirait. Je te jure, je résume ça très brièvement, je l'ai déjà raconté souvent à des gens, donc je vais être bref, et je le fais chaque fois de cette manière-là d'ailleurs. La première clé de ma vie, c'est ma mère qui est maniaco-dépressive, euh, perpétuelle, et qui donc est internée quand j'ai 4-5 ans. Dernier d'une famille de 8, de quoi péter les plombs, hein, admettons. Mais ce qui fait que le petit dernier est transbalité de famille d'accueil en famille d'accueil. Et dans un non-dit judéo-chrétien absolu, donc pas moyen de savoir ce qui se passe et le pourquoi. Et c'est ce qui fait que moi, du haut de mes 4-5 ans, j'essaie de lire la vérité dans le regard des adultes. Et dès cet instant-là, l'image ne m'a plus quitté et m'a habité toute ma vie. Voir, observer, comprendre, etc. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est mon meilleur copain d'enfance, qui était mon voisin, depuis tout petit, primaire, tout ensemble. Le jour de mes 10 ans, j'invite les copains. Et avec une famille de 8, c'était pas comme maintenant avec nos enfants où tous les ans tu fais ton anniversaire. C'était l'événement des 10 ans. Tous les copains sont là. J'ai un copain qui me prête une épée en plastique. Et je dis en garde à mon meilleur copain d'enfance qui est à 10 mètres de moi. Et comme dans Les Visiteurs, je reste avec cette arme en plastique et la tige rigidifiante qui est à l'intérieur fout le camp comme une sarbacane et va se planter dans son œil. Je te dis pas. Soit. Donc ça a été fini l'anniversaire, il a perdu une année scolaire, 3 opérations, et il a perdu un peu de sa vue, heureusement, pas plus que ça. Mais c'est quelque chose qui te marque quand t'as, hein, bon, que tu n'oublies pas. Ensuite, troisième truc, je t'expliquais tout à l'heure, j'ai 18 ans, un vendredi, je parle toujours avec Dominique, mon fameux copain, qui est par la CB, c'était la mode de la CB, hein, le radio amateur. On se parlait de mur à mur, vu qu'on était presque voisins. Et il me dit, oh, demain je vais faire du ski de fond, en Ardennes. Et le lendemain midi, j'ai ma maman qui rentre dans ma chambre, qui me dit, Dominique a été tué dans un accident de voiture. Ils ont été aveuglés par le soleil et se sont encastrés dans un camion. Et c'est la mort de Dominique qui me fait rencontrer son autre meilleur ami, qui est photographe. Et je suis en réto, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je veux faire quelque chose de créatif, mais je ne sais pas quoi. Et lui me dit, toi, tu dois faire du cinéma. Et c'est comme ça que je m'inscris à l'IAD. Sans cette rencontre, sans la mort de Dominique, je n'aurais jamais fait de cinéma. Tu continues la petite aventure. En 84, je suis assistant réalisateur. Je conçois Une sirène dans la nuit. J'écris en d'une traite le scénar en 3 jours parce que cette idée soudain me traverse. J'achète ma première machine à écrire pour écrire ce scénar.
Et à l'époque, je raconte l'histoire de cette gamine qu'il faut sauver en observant mes petits-neveux et nièces à l'époque, parce que je n'avais pas encore d'enfants. Quand le projet est déterré en 96, 2 ans avant la naissance de Lou, je dis, mais ça, c'est plus la gamine qui m'intéresse, c'est celui qui doit la sauver. Et on me dit, oui, mais il n'a pas d'obstacle, il ne peut pas être le protagoniste. On se met en duo avec Luc Jabon pour réfléchir au niveau scénario comment basculer les protagonistes. Et tous les deux, on convient qu'il a un problème avec le monde de l'enfance. Et on liste toutes les possibilités jusqu'au moment où ça nous saute aux yeux. On dit, il a un enfant autiste qu'il n'assume pas. C'est comme ça que de brillant architecte, il devient standardiste de nuit parce qu'il fouille le monde, il fouille les gens. Seul le téléphone est un lien avec le monde extérieur. Et c'est comme ça que, devant sauver cette gamine, il va avoir un travail rédemptoire vis-à-vis de son propre enfant. Et entre-temps, on conçoit Lou. Le temps que France 2 et toutes les instances subsidiantes financent le film, on se retrouve en 98. À ce moment-là, Lou naît en août. On part chez des amis en Vendée. On se rend compte que quelque chose ne va pas. On rentre dardard à Bruxelles. À ce moment-là, coup de téléphone sur l'autoroute, feu vert de France 2, on tourne dans 4 mois. Et pendant 4 mois, sur la pré-préparation du film, casting, etc., je me retrouve à courir dans les hôpitaux avec mon quête. Et je me retrouve un mois, le diagnostic tombe 1 semaine avant le premier jour de préparation, le 30 novembre. Et je me vois donc foncer tête baissée dans ce boulot et à faire dire à Anne Richard, la comédienne, à Roland McDan, c'est pas toi qui as couru avec ton gosse dans les bras dans les hôpitaux. Je peux dire que c'est quand même certains paradoxes au niveau de la vie qui sont assez étonnants. Et comme je dis, moi, tu mets tous ces ingrédients qui font que Luc Bolland est en face de toi et qu'il est ce qu'il est. On te dit, ça va pas, c'est pas possible, c'est une histoire pareille. Voilà. Luc Bolland, si je vous demande une image ou un objet important pour vous, le plus important. Le plus important. J'imagine que... C'est ça. Et pourquoi ça? Parce que d'une part, c'est mon regard, vu que c'est moi qui ai pris cette photo, qui pour moi est une photo absolument incroyable. Bon, c'est saisi avec chance, hein, parce que c'est une chance sur combien de décrocher cet instant. Cette photo, elle date de... Lou avait 4 ans, à peu près. Et, en quelle année? 2002, je pense. Oui, 2002. Et puis c'est aussi le regard de Lou. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est un petit bonhomme qui, justement, a un autre regard que le nôtre sur l'humanité. Et puis quelque part, c'est le symbole, cette photo, c'est le symbole du DVD, et donc quelque part de ma carrière et de mon regard globalement. Donc la boucle est bouclée avec cette photo.